7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. 9h31, la vérité en face. Qu'est-ce que l'esprit français? On va en parler ce matin avec Laetitia Strauch-Bonnard qui est avec nous, journaliste, essayiste, co-présentatrice du podcast Les Contrariantes et auteur de ce livre De la France, ce pays que l'on croyait connaître, aux éditions Perrin. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous répétez son nom, Strauch-Bonnard. Strauch-Bonnard. Voilà, c'est parfait. bien, Voilà. c'est parfait la prononciation. Un côté à l'allemande. Voilà. Alors, c'est un livre enquête de réflexion sur l'état de notre pays. Et d'ailleurs, dans quelques passages, vous dites on est passé de l'angoisse économique de Nicolas Bavrez à aujourd'hui l'anxiété identitaire d'Éric Zemmour. Et alors là, effectivement, dans votre livre, vous balayez un petit peu toute la société française dans son état. Est-ce que c'est le reflet de la réalité ou une exagération quand on parle de cette angoisse économique qui s'est transformée en anxiété en fait identitaire? Et il faut revenir quand même un petit peu à la genèse de votre livre. Vous avez décidé de l'écrire quand vous êtes allé à cette fameuse réunion à l'Élysée d'Emmanuel Macron qui avait réuni le banc et l'arrière-banc, tous les intellectuels français, pour réfléchir à l'état de notre pays. C'était assez avec décevant, visiblement. Oui. Tout à fait. Alors, j'avais décidé de l'écrire avant cela, parce que j'ai travaillé longtemps sur cet ouvrage, mais c'est vrai que cette réunion m'a donné envie d'aller plus loin et surtout m'a donné l'introduction vraiment parfaite, à mon sens, pour l'ouvrage, parce que tout était concentré en fait dans cette réunion, et notamment le fait que les intellectuels dans notre pays jouent un rôle très important, mais que le pouvoir les convoque et qu'il y a une centralisation du pouvoir qui s'exprime par là. Alors je reviens juste sur cette réunion. Oui, bien sûr. C'était pendant le mouvement des Gilets jaunes. Oui. D'accord. Et parmi tous les grandes rencontres qu'a fait Emmanuel Macron avec les Français dans ce qu'il a appelé le grand débat, eh bien, il y a eu les intellectuels. L'idée, c'était que chacun vienne parler de la France et de sa vision de la France. Alors, j'ai un jugement un peu, comment dire, ambivalent. Ouais. D'une part, bien sûr que c'est une très bonne chose que la France s'intéresse autant aux idées et que le président de la République fasse appel aux penseurs pour essayer de comprendre la situation. D'un autre côté, j'ai trouvé que dans cet instant, dans cette réunion, il y avait beaucoup de paroles et qu'il n'y avait pas beaucoup de projets vraiment Des concrets. intellectuels, ce sont des paroles aussi, bien oui, souvent. alors, Et j'ai des une idées. vision différente de l'intellectuel. Ouais. Je pense qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit s'inspirer de la vie et qui doit ensuite en sortir une réflexion qui va le partager pour idéalement alimenter l'action. Mais là, c'était énormément de paroles, et notamment du président de la République. Moi, j'étais vraiment frappée du fait qu'il parlait tout le temps. C'est-à-dire que les intellectuels s'exprimaient, ils répondaient, et il parlait souvent plus longtemps qu'eux. Et d'ailleurs, il leur répondait à chaque fois que, lui avait quand même un petit peu mieux compris que la situation. Et j'en ai aussi tiré une réflexion sur le rôle du président de la République dans notre système, qui, à mon avis, est beaucoup trop important. Oui, C'est ce bien que vous sûr, dites. qui a beaucoup trop de pouvoir, qui concentre beaucoup trop de pouvoir, et c'est une dynamique évidemment qui date de la Cinquième République, La cinquième, oui, bien mais sûr. qui s'est énormément accentuée, il me semble, dans les dernières années, parce que il y a une contradiction. On a un État qui est grand, qui est étendu, qui intervient énormément, et je pense que paradoxalement, ça en fait un État moins fort, finalement moins fiable, qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Et c'est ce qui est apparu à travers la crise, par exemple, du Covid, quoi. Vous y revenez aussi à travers l'administration, c'est-à-dire que on a effectivement des effectifs, on est prêt normalement sur le papier, et puis dans les faits, ça ne se met pas en route, quoi. Alors dans l'ensemble, on n'a pas été si mauvais dans la crise du Covid, on s'en est quand même assez bien sorti. Il y a plusieurs choses en revanche qui sont frappantes, c'est que, comme le disait Jean-François Revel, la France est un État qui est administré, qui n'est pas gouverné. Jean-François Revel, il faut préciser, qui est le directeur de cabinet du Premier ministre. Non, alors je cite Jean-François Revel, donc, qui était un grand intellectuel libéral. Ah oui, Jean-François Revel. Vous confondez avec son fils. Avec son fils, pardon, avec son fils. On connaît tellement de Revel, on ne sait plus, entre les Eric et Jean-François. Son fils qui est directeur de cabinet. Tout à fait. Mais ce qui était frappant, c'est que les décisions ont pris beaucoup de
temps à venir. Il y a eu beaucoup de déclarations et peu de décisions. La parole du pouvoir, elle est, à mon avis, trop abondante. On se rappelle Emmanuel Macron, je crois que c'était en mars 2020, qui va au théâtre et qui dit « moi je vais au théâtre pour montrer qu'on peut encore sortir ». Alors une déclaration complètement inutile, parce que quelques semaines après, c'était le premier confinement. Donc là, on a une fonction présidentielle qui est énormément dans la communication, qui est dans la parole, mais qui n'est pas forcément dans l'action. Et ça, pour moi, ça va de pair avec, je vous le disais, un État qui prétend faire énormément de choses, mais qui en réalité ne le peut pas. Alors, il y a plein de facteurs à ça. On peut évidemment citer la mondialisation, l'Union européenne. On peut aussi parler des réseaux sociaux qui décentrent en fait le pouvoir et qui créent quand même de nouveaux contrepoids. Mais je pense que ça n'explique pas tout. Je pense qu'il y a un paradoxe en fait dans la construction de l'État à la française, qui est que d'une certaine façon, il s'est détruit lui-même. Enfin, détruit. Il s'affaiblit. Il s'affaiblit lui-même en grossissant et en prenant de plus en plus de force et d'importance. Parce que ce faisant, il affaiblit la société civile. Ce que j'appelle la société civile, ce ne sont pas seulement les individus, ce sont aussi les associations, les syndicats, les universités, enfin tout ce qui fait qu'on peut avoir des relations les uns avec les autres sans passer par l'État. Donc le paradoxe, c'est que quand vous avez un État qui grossit, qui affaiblit petit à petit cette société civile, eh bien, vous avez une perte chez les individus de volonté de s'impliquer politiquement. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est aggravé à travers le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'on lui a beaucoup reproché d'enjamber les corps intermédiaires pour être en ligne directe. Mais complètement. Alors, il n'est pas le seul responsable. Il hérite d'une tradition qui, à mon avis, avait ce résultat finalement inscrit dans ses gènes. Mais il l'a énormément intensifié. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce que je pense que l'État, en fait, ne doit pas être confondu avec le peuple. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. On a tendance, dans notre pays, à penser que l'État et le peuple, c'est la même chose. Mais en fait, l'État, c'est une structure. C'est une administration. C'est une personne morale. C'est une personne morale, mais c'est aussi des groupes, des personnes, des fonctionnaires qui ont leur propre intérêt et qui veulent faire avancer aussi certaines causes et qui, en fait, grossissent eux aussi à mesure que l'État grossit. Or, ce faisant, ils ne sont pas forcément favorables à tout le monde et à cette société civile. C'est pour ça qu'en fait... D'où les fameuses crises, et notamment celle des Gilets jaunes, où on sentait qu'il y avait cette déconnexion entre le peuple, justement, et puis et cet État qui était un petit peu déconnecté. Alors, il y a un paradoxe, en fait, dans la construction de cet État, c'est que, comme je vous l'ai dit, il grossit au détriment de la société civile, et en fait, il y a une diminution des libertés politiques. Des individus. Alors, ça peut se caractériser par des choses très concrètes, notamment dans la question de la représentation. La crise des Gilets jaunes l'a montré, et on le sait, il y a une crise de la représentation en France, il y a une crise des corps intermédiaires. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que les Gilets jaunes, personne ne l'avait vu venir. Ça montre bien qu'il n'y a plus de canaux, en fait, pour faire remonter les revendications ou les pressions sociales. Mais ça fait des années qu'en fait, on a un problème de légitimité avec la présidence de la République. Oui, donc, tout à fait. Donc ça veut dire que ça s'empire. C'est quoi le problème? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple pourrait gouverner un peu plus? Alors, je le pense, et de plusieurs façons. On voit bien que le système présidentiel ne permet pas à une majorité de s'exprimer. Il y a un paradoxe. La peur, lors de l'avènement de la démocratie, la peur, c'était la tyrannie de la majorité. C'est ce que disait Tocqueville. Or, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on vit plutôt dans une ignorance de la majorité. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le fait d'instaurer de la proportionnelle. Il y a le fait, ce que j'appelle de mes voeux, d'instaurer une vraie démocratie parlementaire. Parce que là, il y aurait plus de diversité, plus de débats, plus de partis, et pas démocratie parlementaire qui serait un chef qui décide. Le résultat justement d'une proportionnelle, quoi, c'est ça? Aussi, oui, bien sûr. En fait, un peu à l'anglaise ou à l'allemande, parce que en France, on pense que si on a un chef qui nous conduit, qui nous protège, qui nous dirige, tout va bien se passer, il n'y aura aucun conflit. Mais vous voyez bien qu'il y a énormément de conflits sociaux.
Et ce qu'il faut faire, à mon avis, dans une société saine, c'est qu'il faut minimiser les conflits sociaux et les transformer en conflits politiques. On fait le contraire en France. On nie le conflit politique. On prétend qu'on peut tout régler par l'unité du pouvoir. Mais du coup, les conflits sociaux expriment en fait ce besoin de diversité politique. Mais est-ce que bêtement, lorsqu'il a fait rentrer dans le gouvernement des personnes de la société civile, est-ce que c'était déjà une action positive de se dire que finalement, ce ne sont pas que des élus, ce ne sont pas que des apparatchiks, ce ne sont pas que des spécialistes de la politique? Est-ce que là, c'était une bonne solution? Et pourtant, on leur reproche aujourd'hui. Vous avez raison. Je pense que ça apporte un peu un souffle nouveau d'avoir des gens qui viennent de la société civile. En revanche, je suis assez critique sur ce qu'on appelle la société civile en France. Si on parle des associations ou des syndicats, en fait, quand vous regardez leur financement, eh bien, l'État prend une grande part dans ce financement. Pour moi, une vraie société civile, c'est une société qui ne dépend pas... Libre, exactement, indépendante, qui ne dépend pas de l'État. Et pourtant, sans l'État, il y a plein d'associations qui ne pourraient pas vivre. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que finalement, est-ce qu'une part des ressources que l'on paye par nos impôts ne devrait pas nous être laissée pour que nous choisissions ensuite de donner ces ressources aux associations et aux syndicats? Moi, je suis en désaccord avec l'idée que le collectif ne peut être entretenu que par l'État. Je pense que la générosité et le bien commun, le lien social peuvent être entretenus par la société elle-même. Alors, on en parlait hier justement de ce bien commun, de l'intérêt général, justement, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, et là il ne faut pas être un peu faux cul, de se dire qu'on est tous très contents de se dire qu'on va travailler pour un intérêt général et que finalement on travaille pour sa personne, pour sa condition à soi, parce que in fine, quand vous regardez bien et quand on est clair avec soi-même, c'est des grandes théories et finalement in fine, si on peut le prendre pour nous, c'est très bien. Alors oui, mais vous soulevez un point important, mais je pense qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre notre intérêt général et la générosité. Regardez comment fonctionne un marché. Un marché, c'est l'égoïsme de chacun. Et étrangement, cet égoïsme privé se transforme en bien commun public. Alors je sais que pour certaines personnes, l'idée que le marché ce soit du bien commun public, c'est horrible. Mais regardez ce qu'on arrive à créer par le marché. Regardez les vaccins, quand même. Bien sûr, il y a eu des investissements publics et en cas d'épidémie, évidemment qu'il en faut. Mais c'est aussi de l'initiative privée. Donc il n'y a pas forcément de paradoxe entre des actions qui ont l'air égoïstes ou individuelles et le bien commun. Pareil pour les associations. Quand vous vous investissez pour autrui, bien sûr, vous avez peut-être une forme de gratification, vous le faites pour vous, pour vos proches, mais in fine, le bien qui en résulte, il est tangible. Donc je n'opposerai pas forcément frontalement les deux notions. Allez, on poursuit avec vous, Laetitia Stroge-Bonnard de la France, ce pays que l'on croyait connaître. Alors, on l'aime pas, on se déteste, on se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime moi non plus. Oui, et vous allez justement nous éclairer là-dessus, et peut-être à rebours de certaines idées qui sont aujourd'hui exprimées. Pourquoi il y a cette radicalité ambiante, quoi? Est-ce qu'on a raison de se pencher sur le déclinisme ou pas? Est-ce que finalement la France va bien? Je voudrais que vous y répondiez après avoir décrit évidemment ce système tel que vous l'imaginez, d'une France qui pourrait être nouvelle. Ça arrivera peut-être. On poursuit dans un instant et vous pouvez poser vos questions 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. 9h46, la vérité en face. Qu'est-ce que l'esprit français avec notre invitée ce matin, Laetitia Stroge-Bonnard, journaliste, essayiste, et avec ce livre qui sort aujourd'hui de la France, ce pays que l'on croyait connaître, aux éditions Perrin. Oui, et ce qui est particulièrement intéressant dans votre essai, dans votre livre, c'est un essai, donc c'est un gros essai. Oui, non mais c'est vrai que vous abordez toutes les questions, pas simplement en fait politique, mais c'est de l'économie, c'est de la sociologie, même les sciences aussi que vous abordez en fait dans ce livre. Alors, on appelle ça notre émission La vérité en face. Alors, quand on se regarde en face, dans le miroir, les Français, souvent on se dit que ça ne va pas. Est-ce qu'on a raison de se plaindre? Je parlais tout à l'heure du déclinisme économique évoqué par Bavrez, souvent Nicolas Bavrez, l'économiste. Et puis aujourd'hui, la crise identitaire, etc., dans les propos d'Éric Zemmour, et pas seulement. On a raison de se plaindre ou pas? Oui et non. Je dirais deux choses. Attendez, vous êtes normande, là. Ça commence. C'est le en même temps, attention. Oula. Je commencerai par le positif. Je pense qu'on oublie tout ce qui est beau en France, tout ce qui est magnifique. Moi, j'ai vécu 7 ans à Londres et je suis revenue en partie parce que j'aime mon pays et qu'il me manquait malgré toutes les critiques que je peux lui adresser par ailleurs dans le livre. C'est le pays du bien vivre. Alors, ça ressemble à un cliché, ce que je vous dis, mais c'est vrai en fait. On peut s'en rendre compte. Sur quoi, par exemple?
Bien, ce que j'appelle l'art de vivre à la française, la façon dont on aime profiter de la vie, bien manger, bien s'habiller, profiter du patrimoine, prendre soin du patrimoine. Alors, ça ressemble à un cliché, mais les clichés sont souvent vrais. Ce sont des concentrés, finalement, de jugements qui ont été faits avant nous, mais qui restent vrais. Non, mais ça, c'est vrai. Et c'est l'image qu'on a toujours globalement, en fait, de la France. Sauf que de l'intérieur, elle est, semble-t-il, remise en cause aujourd'hui, en se disant, c'est cet art de vivre qui est remis en question, quoi, non ? Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Quand je critique la France, je ne critique pas ça, pas du tout. Non. Mais oui, alors il y a, à mon avis, une petite minorité de gens qui remettent en cause cet art de vivre ou qui remettent en cause toute notre histoire, comme s'il fallait appliquer les critères du présent au passé. Mais je pense que c'est une minorité dont l'écho médiatique est bien supérieur à ce que pensent et vivent les Français dans la réalité. Quand vous allez en France, la majorité des gens, ils sont contents et fiers d'être Français. Donc peut-être qu'on peut s'inquiéter de cette minorité-là, mais je pense qu'on lui donne peut-être trop d'importance. La minorité qui conteste, qui inquiète ? Non, la minorité qui estime que notre patrimoine, notre passé doit être constamment remis en cause, que par exemple, boire du vin et manger de la viande rouge, c'est un signe, je ne sais quoi, de fascisme ou d'intolérance. Enfin, ce sont vraiment des débats pour moi qui n'ont pas lieu d'être, et encore moins dans une campagne présidentielle. En revanche, je fais d'autres critiques à la France qui sont des critiques politiques. C'est-à-dire que je critique sa structure politique, et j'estime d'ailleurs que c'est une structure qui s'est construite pendant très très longtemps. Donc ça ne date pas seulement de quelques décennies, ça date de la monarchie. Et ça s'est aussi transmis, y compris avec la Révolution française. Et bien justement, parlons de décentralisation, de localisme, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, où finalement ça fait des années qu'on en parle et il se passe toujours rien. Le pouvoir est toujours au même endroit, et en bas, ça hurle toujours. Exactement. Alors je suis contente que vous employiez le mot localisme, parce que je le préfère à celui de décentralisation, qui pour moi déjà dévalorise en fait ce qui n'est pas le centre, puisque vous décentrez. Le localisme, c'est l'idée que le pouvoir doit être en bas. Il doit être proche des gens, près des gens, parce que vous avez plus de chances de mieux contrôler le pouvoir s'il est proche de vous. Donc le localisme, c'est aussi favoriser la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir. Donc en France, on appelle ça la décentralisation. Alors vous pourriez me dire, mais la décentralisation, ça y est, elle est faite. C'est le désert français, ça n'existe plus. Et beaucoup de personnes se plaignent aussi d'un État désormais trop décentralisé. Je ne suis pas d'accord. On a décentralisé l'administration. On a décentralisé des guichets de gestion. Et on donne de l'argent aux collectivités pour qu'elles gèrent les sujets devenus locaux. Mais ça n'est pas ça le pouvoir local. Le pouvoir local, c'est dans une collectivité donnée de décider, mais aussi de lever des impôts et de décider des dépenses. Et alors, je sais qu'en France, on a très peur de la décentralisation parce qu'on pense que c'est le chaos. Je ne pense pas. Je pense que la décentralisation, ça permet par exemple de réduire les risques. Imagine les Gilets jaunes. Si les Gilets jaunes étaient nés dans une région, parce qu'une région avait décidé de monter l'impôt sur l'essence. Peut-être que ça serait resté régional. Les autres régions et l'État auraient peut-être compris qu'il y avait un problème et personne n'aurait osé faire la même chose à côté. Sauf qu'on a vu le contraire. Oui, c'est ce qui la révolte est montée à Paris directement. Oui, c'est ce qui s'était un peu produit avec les bonnets rouges en Bretagne, avec l'idée d'instaurer en fait des péages sur les autoroutes en Bretagne. Et donc il y a eu ce mouvement de révolte localement, et puis après on a arrêté, quoi. Exactement, mais parce que c'était peut-être à l'époque, il y avait peut-être pas encore autant de grogne sociale qu'il y en a eu au moment des Gilets jaunes. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, il faudrait un État régalien très fort sur des grandes missions, et puis après, du pouvoir localement pour que vive le pays, quoi. Oui, du pouvoir localement, notamment au niveau régional et au niveau communal. Heureusement, au niveau communal, c'est déjà le cas. Les Français sont très attachés à leur commune, et ils ont bien raison, parce que le pouvoir est vraiment incarné. Mais ensuite, sur plein de sujets comme l'éducation notamment, ou la santé, ou la recherche, on pourrait être beaucoup plus innovant, y compris localement. Mais je sais très bien que ça n'est pas du tout l'état d'esprit des dirigeants. Peut-être que ça viendra. Des dirigeants et des Français. Ça ne se perçoit pas, en tout cas, dans la campagne, dans les débats de la campagne. Pas. Non, vous êtes déçus justement par ça. Bien sûr, parce que je pense qu'il manque un débat essentiel dans cette campagne, c'est justement celui des institutions et du pouvoir. Et ce qui m'étonne, c'est que la grande question du quinquennat d'Emmanuel Macron a été posée pendant les Gilets jaunes.
La représentation est dysfonctionnelle, nous ont dit les Gilets jaunes. Nous voulons compter, nous voulons être entendus. Il faut revoir ce mécanisme de représentation et tous les intermédiaires aussi qui peuvent permettre d'exprimer des volontés politiques. Et la leçon n'est pas du tout tirée. Ce qu'on entend comme débat, c'est l'immigration. Voilà, ça revient à chaque campagne, et là encore plus que d'autres. Mais le grand sujet qui, pour moi, est celui des institutions, n'est pas posé. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Si vous réglez le problème des institutions et de la structure politique de la France, vous pouvez ensuite poser la question de l'identité et de l'immigration. Parce que si vous arrivez à avoir une vraie structure de décision collective, vous pouvez ensuite dire, très bien, nous allons parler de l'immigration, nous allons nous exprimer sur la question de l'identité ou de l'immigration. À travers des référendums, par exemple? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la démocratie parlementaire et je défends aussi dans mon livre le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la démocratie directe. Le RIC. Parce que, en fait, le RIC, ça n'est pas, comme on a pu l'entendre pendant les Gilets jaunes, écouter le peuple. C'est un droit individuel, politique, qui consiste à pouvoir, pour chaque citoyen, décider des lois ou les abroger. Et il me semble que notre pays a besoin aujourd'hui de telles mesures. Mais par quel système ? Alors, le système le plus abouti, c'est le système suisse, et ça fonctionne très bien. Et la votation, les fameuses... Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un système extrêmement prudent. En fait, depuis que le référendum existe en Suisse, seulement 8% des référendums ont été adoptés. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous arrivez à poser votre question à la nation, déjà ça prend du temps, il faut d'abord avoir des signatures avec un pourcentage de l'électorat qui signe. Ensuite, vous posez votre question à la nation. Très souvent, les gens répondent non. Donc c'est intéressant, c'est un exercice démocratique qui oblige les gens à penser, à réfléchir et très souvent à s'engager, à dire non parce qu'ils ont pesé le pour et le contre. Et donc du coup ça désamorce les pulsions révolutionnaires, parce que si vous pouvez vous exprimer et que vous vous dites ah non, finalement cette mesure elle a trop d'effets pervers, je vais dire non, peut-être que du coup vous n'aurez plus ces partis contestataires qu'on voit en France qui sont vraiment qui ont pignon sur rue mais qui n'ont jamais le pouvoir, donc jamais on ne peut voir concrètement ce que donneraient leurs mesures. Ce serait une réponse finalement à l'ensemble des revendications qui émergent, et notamment à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que les grandes discussions, les grands débats se font sur les réseaux sociaux, avec tous ces excès, évidemment. Tout à fait. En revanche, je suis très critique des réseaux sociaux, et je ne le suis pas moi-même. Vous n'êtes pas la seule. Parce que je fais une différence entre l'expression directe sur le réseau social ou encore sur le sondage et l'expression politique. Moi, j'ai foi dans la capacité politique des citoyens français, parce que je pense qu'ils aiment ça, et ils savent qu'une question politique, on ne la traite pas comme un like ou un retweet. Ils savent qu'il faut délibérer avec soi-même, avec les autres, et ils le font constamment. Et donc, les gens qui pensent que la démocratie directe, c'est la même chose que s'exprimer sur les réseaux sociaux, ils ont tort. En revanche, ce qui est intéressant dans le réseau social, c'est que c'est l'esprit du temps. Les gens s'expriment du matin au soir. Et comme c'est l'esprit du temps, eh bien, je me place un petit peu dans la lignée, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais de Tocqueville, qui n'était pas pour la démocratie, mais qui a vu la démocratie en Amérique, et qui ensuite en a conclu que c'était l'esprit du temps, et qu'il fallait mieux une démocratie bien encadrée que pas de démocratie. Je pense la même chose. C'est l'esprit du temps, donc acceptons la démocratie directe, mais encadrons-la pour que ce soit vraiment de la politique. Mais elle est taboue, visiblement, cette question. En tout cas, venant d'Emmanuel Macron, vous qui avez participé, on va conclure par ça, c'est-à-dire vous avez par l'introduction qui était justement sur ce débat que vous espériez, vous, une jeune intellectuelle, de voir en fait à l'Élysée, que ça débouche en fait sur une forme de révolution en fait de nos institutions. Ça a accouché d'une souris, quoi. En fait, Tout à fait, mais en fait tout le monde s'oppose à la démocratie directe. Tocqueville écrivait en son temps que tout le monde s'opposait à la décentralisation. Donc vous voyez, ces choses perdurent. Et de gauche à droite, en fait, vous avez une gauche de gouvernement qui a peur de ce que le peuple pourrait dire, et vous avez une droite, y compris une droite libérale, et là je ne comprends plus, qui s'oppose au référendum d'initiative citoyenne. Si on est libéral, il faut accepter que la délibération politique descende tout en bas, et que la décision ne n'aille pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Absolument. Voilà, et donc c'est vous, en fait, avec jeune intellectuel, figure de proue du conservatisme libéral, puisque vous êtes libéral, quoi. Oui. Bien sûr, quoi. Et c'est ce que vous défendez à travers votre livre, De la France, ce pays que l'on croyait connaître. C'est aux éditions Perrin, la presse de la Cité. Je vous le recommande. Il sort aujourd'hui. Tout à fait. Il sort aujourd'hui, et il y a énormément, effectivement, d'idées à piocher, notamment en tout cas, ça pour fait cette réfléchir. campagne. C'est bien, ça fait réfléchir.
Merci Ça crée une Laetitia émulation. Stronge-Bonnard d'être Merci venue beaucoup. ce matin, rédactrice en chef au Point par ailleurs. Tout à On fait. était avec Étienne Gernel tout à l'heure justement. L'Occident est-il prêt? Les temps sauvages, on en a parlé sur ce qui se passe cette nuit en Ukraine. On y reviendra d'ailleurs avec Valérie Expert tout à l'heure dans ces débats. André Berkoff et les vraies voix ce soir entre 17h et 19h. Merci d'avoir suivi. Merci. Et puis on se retrouve demain matin. Absolument. Passez Et une c'est belle vendredi journée. demain. Tiens, Allez, salut. ça c'est une bonne nouvelle. Oh là oui, assume.